Hey, salut tout le monde. Alors oui, on recommence le podcast Sans Limite. Eh bien, ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu qu'on fabrique le nouveau studio dans lequel on est. Et j'aurai aussi un nouveau partner in crime qui va être à mes côtés, donc pour parler de Formule 1, parler de course automobile en général et rencontrer plein d'invités qu'on va avoir durant la saison. Nos acolytes Jeffrey et Pierre-Luc viendront de temps en temps pour faire des petits rapports avec qu'est-ce qui se passe évidemment sur la Formule 1. Mais entre-temps, laissez-moi vous présenter mon partenaire qui va être avec moi durant la saison. Donc, Kevin Darwish, Drifter, Super Sensational. Il va de côté. Ça, je peux vous le dire, il va de côté. Puis moi, d'habitude, je vais pas de côté. Quand je vais de côté, ça va pas très vite. Tu vas en ligne droite, moi, je vais de côté. Ouais, c'est ça. Toi... Justement, j'ai fait une ride l'année passée à Alex au mois d'octobre, je pense, quand on s'est rencontrés. Je pense que on s'est rencontrés le vendredi, puis le samedi, t'es venu à Icare, t'es venu faire un tour, là, puis tu disais, c'était fou, là. Le char, il se pointait vers là, mais toi, tu regardais de l'autre bord. Ouais, c'est la première fois que j'étais dans une voiture, puis la voiture s'en allait par là, puis moi, je regardais là, tu sais. Fait que, dans le fond, on s'en était comme ça, là. Super expérience. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler de quelques concours qu'on va avoir durant l'année. Donc, le premier, faire gagner un casque avec ma peinture. Faire gagner une ride dans la Porsche GT3 RS. Faire gagner une ride dans ton drift car. Dans la voiture drift, ouais. Vu qu'on va parler aussi de fitness avec un de nos prochains invités, on va faire tirer aussi un vélo stationnaire. C'est drôle parce que sur les simulateurs maintenant, quand tu joues au sim, ils ont exactement ça. Ils ont des espèces de petites fans qui mettent puis qui est ajusté avec la vitesse de la voiture. Donc, quand tu roules avec la voiture, ça te donne une autre sensation de vitesse. Pas seulement l'écran, pas seulement la vitesse de la voiture dans le jeu ou sur la piste, mais même une fan qui pousse. C'est drôle que tu dis ça parce que hier, j'ai tout setup le simulateur à mon beau-frère. Puis là, je montrais à drifter. Puis il a déjà roulé sur le mien un peu, mais là, il driftait. Puis là, il commençait à pogner à twist. Puis là, ça faisait peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Puis là, il était comme, hey, faut que je prenne une pause, j'ai chaud, il est en train de suer. Il dit, faudrait que j'aie une fan de même. Fait que pas seulement que c'est réaliste, mais ça fait du bien. Mais dans le tag e-karting au centre, on a un jeu qui s'appelle le Dark Ride. Puis, tu as 8 places. Tu fais partie d'un... Les bancs jaunes? Ouais, les bancs jaunes, tu sais, sont montés sur des actuateurs. Tu fais partie d'un film, puis là, tu joues à tirer des objets, des robots, des zombies, peu importe le film que tu choisis. Puis à un moment donné, ben, tu as les lunettes de 3D, tu as les bancs qui bougent. Donc, ce que tu vois visuellement, puis en plus, le feeling de toi être en motion, ça amène d'être vraiment là, une atmosphère, une impression vraiment immersive. Mais l'autre élément, c'est là aussi, on a des ventilateurs. Donc, je me rappellerai toujours, on avait un jeu que moi, j'aimais beaucoup. C'était Gigamon. Puis c'est une réplique d'une bataille dans New York avec des lézards, puis un super gros lézard qui apparaît à un moment donné. Puis là, il y a une passe où est-ce que tu embarques dans un hélicoptère. Puis là, l'hélicoptère est dans un parc. Puis là, ça lève. Puis là, l'hélicoptère commence à se promener dans les buildings. Puis là, tu tires des lézards qui sont partout ces buildings. Mais tu as vraiment l'impression de voyager dans l'hélicoptère parce que les ventilateurs que tu vois pas commencent à cracher du vent plus vers toi. Puis là, tu as l'impression que tu vas vite. Puis là, à un moment donné, tu arrives en haut d'un building. Puis là, ben, il y a un lézard qui donne un coup de queue. Puis là, tout d'un coup, l'hélicoptère crache sur le top du building. Puis là, tu entends tout le son de l'alarme. Puis là, l'hélicoptère arrive au bout du toit. Puis là, à un moment donné, il tombe. Puis là, je me rappellerai toujours parce que le monde se font vraiment embarquer. Puis là, ça se met à gueuler. Ah! Puis je te dis, quand t'es dedans, là, tu penses vraiment que tu craches. Puis tu braces tes pieds contre l'appui-pied. Puis là, tu tiens, puis là, ça descend. Puis le choc te donne vraiment l'impression de rentrer dans le sol. Ben, longue histoire courte pour dire que maintenant, avec la réalité virtuelle,
puis l'espèce d'élément de ventilateur, ça fait que ça vient ça vient de tricher un peu la perception que toi tu as dans le jeu, puis ça te donne un effet de vitesse, donc un élément de plus de dimensionnel qui va te donner vraiment un élément là, très, très immersif. J'ai une question par rapport justement au VR simulateur. Je vois toi, ton simulateur, tu as 4 écrans, mais tu en as 3. T'as-tu déjà joué sur un simulateur avec le VR? Ouais. Fait que là... Parce que moi aussi, j'ai eu l'expérience, mais je veux écouter ce que tu dis en premier, puis je vais te dire la mienne après. Ben, tu sais, je peux pas te dire que je suis... je peux pas te dire que je suis allergique au VR parce que, encore une fois, au Tag Karting, on a un jeu qui s'appelle Zero Latency, puis c'est une grosse arena de VR. Puis, tu sais, je peux mettre le masque là-dedans, puis honnêtement, c'est la plus haute technologie de la réalité virtuelle. C'est la plus belle arena au monde. Ça vient de l'Australie. Puis, ce qui fait que le jeu est très, très, très réaliste. Puis, tu t'embarques là-dedans, puis tout le monde l'apprécie. C'est que la géolocalisation est super précise. Fait que ça donne un élément très précis au niveau de l'espace, l'environnement, puis ce qui est autour de toi. Puis, fait que je suis pas malade, tu sais. Mais j'ai embarqué dans un simulateur de course. Puis là, j'avais le casque de réalité virtuelle. Il y avait le châssis qui bougeait. Puis, je sais pas, j'ai fait comme 3 tours. Puis là, je me suis senti vraiment pas bien. Fait que j'ai enlevé le casque. Puis, écoute, ça m'a pris 24 heures pour revenir correct. J'avais le plancher qui bougeait sous moi. Je me sentais vraiment pas bien. Quand je suis parti de là, j'ai embarqué sur la route. J'étais dans le trafic, puis je me donnais quasiment mal au cœur en freinant dans le trafic. Puis, en tout cas, je suis pas un scientifique, mais ça doit avoir mêlé quelque chose dans mon oreille qui crée l'équilibre. Puis le fait qu'il y avait comme 2 axes, ce qui était comme au niveau de visuel, puis ce qui était en dessous du châssis. Je te dirais que je l'ai pas trouvé drôle, celle-là. C'est la première fois que ça m'arrivait en plus. Même dans les simulateurs que j'utilisais en IndyCar, les vrais simulateurs, les gros simulateurs, moi, celui que j'avais utilisé, c'est celui de Honda. On n'utilisait pas la réalité virtuelle. On a des gros écrans en avant de nous, puis le cockpit de l'IndyCar est monté sur des gros actuateurs. Puis jamais je me suis senti autant malade que ce que j'ai fait avec le casque plus le châssis qui bouge. Fait que je sais pas si il était pas bien connecté ou je sais pas s'il y avait une différence entre ce que mon corps vivait puis ce que mes yeux voyaient, mais les deux marchaient pas ensemble parce que ça m'a vraiment mélangé. Moi, c'était similaire à ça. Puis moi, c'était même pas un simulateur motion stationnaire, là. Mais j'ai fait de la drift. Puis de la drift, c'est beaucoup de back and forth. Fait que, tu sais, ta tête, elle tourne de même. Puis, écoute, j'ai joué même pas 10 minutes. Puis, je l'ai enlevé, là. Puis, peut-être pas 24 heures, mais une couple d'heures, là. J'étais assis, puis je filais pas, là. J'avais chaud, là. J'étais nauseous, là. C'était pas cool, là. J'ai entendu dire que il y a beaucoup de monde, ça peut arriver, mais ils disent qu'il faut que tu y ailles graduellement, il faut que tu ailles manger, il faut que tu bois. Puis ils disent, joue 5 minutes, arrête. Le lendemain, joue 10 minutes, arrête. Puis ça a l'air, à un moment donné, ton corps, il s'habitue, mais tiens, je vais pas investir pour un VR que peut-être mon corps, il va s'habituer ou pas. Ouais, mais moi, en ce moment, ce que j'ai, c'est que je joue avec les écrans, un espèce de butt kicker qui donne des vibrations. Si tu sors de route, tu frappes des vibreurs. Le direct drive du volant, c'est un des meilleurs qui est sur le marché. Donc, ça fait que tu as les mains, tu as la sensation un peu de la piste. Quand tu touches des vibreurs, tu as les vibrations. Quand tu mets 2 roues hors piste, tu es dans le gravel, tu le sens. Y a pas, les actuateurs sont pas là. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, moi, ça me va comme ça. Mais au niveau du casque VR, dans un sim, puis un sim qui bouge, je sais pas s'il faut que les deux soient très, très, très linkés bien comme il faut pour que... Ou sinon, peut-être que je suis trop sensible, mais moi, en tout cas, ça l'a pas fait. Mais... on s'est éloigné du sujet. Fait qu'on était supposé faire le recap des 6 premières courses de Formule 1. Il te manque une affaire importante, nos nouveaux partenaires.
Oui, exactement. Merci de me le rappeler. On a BetGRW, qui est un nouveau partenaire du podcast. On a Dry Shine. Puis ça m'amène aussi à parler de Dry Shine parce que ce qui est cool de la compagnie, c'est qu'on vient juste de finir un car meet qu'on a fait dans le stationnement du Tiger Karting lundi soir. Et Gros là, succès. ouais, Il y a ouais, beaucoup très de voitures. surprenant. Ouais. Puis, ben, pas juste très surprenant, mais le fait qu'il y avait des voitures, mais le fait qu'il y avait plein de types de voitures. Ouais. Millimélo. Ouais, Il y avait de tout. de tout. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu le temps de toutes les voir. J'en ai vu plusieurs. Puis là, on en a un le 2 juin. Fait qu'on en refait un autre. Fait que j'ai vraiment hâte. On a déjà beaucoup de réponses, beaucoup de monde qui ont dit qu'ils allaient revenir. Puis on va faire ça régulièrement. Fait que c'était vraiment cool. Mais ce que je trouvais qui était intéressant de la première fois qu'on allait, puis là, les gens de Dry Shine vont se présenter durant le Car Meet du 2 juin. Mais c'est une compagnie québécoise. Ouais. Ils ont fait un produit vraiment hallucinant. Puis avec la nanotechnologie là-dedans, un paquet d'affaires pour la maintenance des voitures, le nettoyage. Tu sais, t'as de la cire. Tire Shine. Ouais, le Tire Shine, t'as de la cire sans eau. Windshield, Tout des est vitres. waterless. Tout. Puis c'est vendu dans les Canadian Tire, mais vraiment, là, quoi de mieux d'être associé avec une compagnie d'ici, puis qui se bat contre les grosses compagnies, mais qui a comme un des top produits que le monde ne connaisse pas encore. Et Surtout en ce moment avec ce qui se passe. oui, On veut supporter local. On veut exactement. supporter un Donc, produit canadien, tu sais, québécois. c'est produit québécois, canadien, vendu dans des magasins canadiens. Donc, allez voir les produits, sont disponibles chez Canadian Tire, puis essayez le produit sur votre voiture. Moi, c'est un des produits là, que on va montrer un des vidéos, là, mais si vous voulez jouer un truc à quelqu'un, là, il y a de la poussière sur la voiture. Puis là, tu prends un microfibre. Puis là, tu passes ton microfibre sur la voiture. Puis je te dis, la personne qui voit ça, là, il va capoter. Il va penser que tu vas sortir des scratchs. Mais c'est fait pour. Il y a comme, y a comme une technologie là-dedans que les petits nanocellules là, enrobent la poussière. Ça crée une espèce de couche entre la peinture puis le produit. Puis là, tu peux nettoyer ton véhicule. Puis qu'est-ce qui est pratique, c'est que les car meet, là, tu te promènes avec ta voiture. Fait que tu vas au car meet, puis là, ensuite, tu la stationnes. Fait que, tu sais, t'as pas un camion citerne mobile qui nettoie les voitures. Fait que de où t'es parti jusqu'à où tu viens, ben, évidemment, t'as de la poussière, right? Ouais. Fait que t'as deux produits qui sont vraiment hot. Chez Dry Shine, t'as le produit pour nettoyer ta voiture sans eau. Donc, même s'il y a de la poussière dessus. Il sent bon, je l'ai utilisé justement sur ma voiture de drift au Car Meet. Je pense qu'il sent les raisins ou je sais pas. Je suis comme, hein? Ça sentait vraiment bon. En plus, mon char il est mauve, fait que ça fitait bien. Fait que si tu fais un car show et tu es à l'intérieur, c'est encore mieux parce que le monde va le sentir que la voiture est propre. Mais l'autre affaire qui est vraiment hot aussi, c'est leur produit qui n'attire pas la poussière. Donc, quand tu pars avec ta voiture, tu fais un test, tu prends deux voitures, une qui a eu l'application du produit, l'autre non, qui font le même trajet. Il y en a une qui va arriver, il va avoir un peu plus de poussière sur le véhicule. Ouais. Donc, pour ces car meet-là, c'est le produit idéal. Donc, merci à Dry Shine d'être partenaire du podcast. Merci aux gens de BetGRW. Et en passant, ben, on aura des choses qui vont s'en venir avec BetGRW. Donc, restez à l'affût, suivez-nous parce que vous allez courir la chance de gagner plein de choses. Ceci étant dit, la F1, 6 courses. On est content, on les a manqués, mais on les a pas manqués, on les a regardés, mais on les a manqués au niveau de notre podcast parce qu'on bâtissait ce studio-là. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a comme eu la chance d'avoir 6 courses. Puis, tu sais, au lieu de donner des commentaires par rapport à toutes les courses, de course en course, là, on a eu 6 courses, puis là, on sait un peu qu'est-ce qui se passe. Moi, personnellement, ce que je retiens, on faut en parler, là. C'est c'est les McLaren sont en avant. OK, mais moi, je m'en attendais.
Lewis Hamilton... Ça, c'est qu'est-ce qui me surprend. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait que Lewis il soit sur le top. Non, Tu penses pas pas? vraiment. Non? Non, parce que ça a Parce que moi, rapport j'entends. avec... Ça a rapport avec la voiture. Right? Moi, je pensais... Il y avait beaucoup de monde qui avait de l'espoir, mais moi, je ne croyais pas que Lewis allait arriver chez Ferrari puis qu'il allait gagner le championnat du monde. Là. Moi, je crois pas en Ferrari. J'ai de la misère à croire à cette équipe-là parce que, OK, on le sait, ils ont fait plein d'erreurs dans le passé. Ils ont été la risée par rapport à des stratégies de pneus. Ils se sont trompés maintes et maintes reprises avec Leclerc. Quand Sainz était là, des fois, c'est lui qui collait ses propres stratégies. Il y a eu 2 DQ dans la même course cette année. Puis en plus, ils ont eu 2 DQ. Leclerc Chine. pour le poids, Hamilton pour le skid plate. Mais tout ça pour dire que, tu sais, en ce moment, ce qui arrive avec Ferrari, c'est que je pense pas que Ferrari allait gagner le championnat du monde, mais eux-mêmes s'attendaient, là, les pilotes, là, eux-mêmes s'attendaient à ce que l'auto soit plus dans le ballpark. Que ça soit tough, mais qu'ils puissent être capables de dire peut-être qu'à ce course on va être pas pire. Ouais. Puis, ce qui a été le pire curveball, c'est que Lewis gagne une course sprint en Chine très tôt dans la saison. Fait que ce que ça a fait, c'est que là, tout d'un coup, ça a encore monté l'espoir d'eux autres parce qu'ils se sont dit « Hey, c'est pas pire, on est capable de rouler en avant. » Puis après ça, là, c'est la dégringolade. Assez pour que Lewis, là, écoute, il a roulé avec Mercedes, puis il a vécu l'enfer pendant deux saisons. La première saison, quand les nouvelles voitures sont arrivées, Mercedes avait opté pour un concept no side pod, puis la voiture, c'était une vidange. Et puis, il est quand même resté assez calme. Tu sais, Lewis, c'est un gars assez calme. Puis là, il commence à perdre le contrôle. Ben, pas perdre le contrôle, je dirais, c'est un gros mot, mais tu sais, il y a des commentaires sarcastiques sur les radios, puis ça démontre que, tu sais, la patience est un peu moins bonne qu'elle était. Ouais, ça doit être rough sur l'ego, là. Tu sais, quand you've always been on top, puis là... Moi, je vais te dire mon opinion, là. Moi, je pense que Lewis porte sur ses épaules la perte du championnat en 2021. Fait que le 8e championnat du monde qu'il aurait pu gagner, il l'a pas gagné. Puis, moi, je crois encore qu'il se l'est fait voler. Un autre directeur de course à ce moment-là, ça change la donne complètement. La relance, il y a des voitures entre lui et Verstappen, peut-être juste assez pour gagner l'épreuve. Puis là, il porte ça sur ses épaules, puis il a été déçu avec Mercedes, qui était en avant-plan pendant 7 ans. Et là, tout d'un coup, il fait un choix pour aller chez Ferrari pour se donner une chance, parce que Ferrari avait démontré des belles performances à un moment donné. Puis il s'est dit, ben, ils ont une voiture qui est dans le ballpark, fait que en 2025, ils ont juste besoin de la fine-tuner, puis on va être correct. Puis on arrive à la dernière année de la voiture présente. 2026, c'est tout un autre game, ça change au complet. Fait qu'il dit, en 2025, je vais avoir une bonne auto. Mais Ferrari trouve le moyen... trouve le moyen. Je sais pas comment ils font, là, mais t'as Mercedes qui, eux, avancent, puis les autres reculent. OK? Ouais. Fait que il y a ça. Puis là, ben, c'est à voir. Ça va être à voir le futur. Écoute, j'ai pas de boule de cristal, mais je peux te dire que en ce moment-là, je voudrais pas être chez Ferrari parce que sont mieux d'arriver avec des upgrades rapides pour une course en Italie, à Imola, faire de quoi qui est bon parce que la pression dans cette équipe-là, elle est énorme. Là. C'est une religion. Le Ferrari en Italie, là, c'est la folie furieuse. Donc, la pression va s'en venir, même si tu t'appelles Lewis Hamilton. Là, la prochaine course est à Imola. Ouais. Là, ils n'ont pas le choix. Là. La pression va être encore plus haute. Là. Puis là, plus tard dans la saison, ils vont aller à Monza. Donc, ils ont besoin de faire de quoi. L'autre chose qu'on ne peut pas éviter de parler, c'est Kimi Antonelli, qui est le nouveau pilote chez Mercedes, jeune pilote de 18 ans. Moi, je pense que c'est un prodige. Moi, je pense qu'il va
il va vraiment démontrer des choses hallucinantes. Je me rappellerai toujours d'un des commentaires de Toto Wolff quand ils l'ont signé avant la course de Monza. À Monza, il faisait FP1. Il faisait la première pratique. Puis, il l'a mis dans le mur. Il a mis la voiture de George Russell dans le mur à son premier tour lancé. Puis, ils ont quand même signé, il l'avait signé, il l'annonçait à cette course-là. Et Toto Wolff a dit que dans le peu de temps là, qu'il a fait là, les 4 premiers virages de la course, de la piste, là, avant qu'il l'échappe dans la parabolique, qui était le dernier virage avant de la ligne droite d'arrivée-départ, pour compléter son tour, ce qu'ils avaient vu, là, c'était assez pour dire ce gars-là, il est super doué, right? Okay. Alors, il a craché la voiture. C'est sûr qu'ils n'ont pas aimé ça, mais ce qu'eux avaient vu, c'est « Wow, ce kid-là, là, écoute, il marche, là. » Puis là, ben, il est arrivé là, puis il a fait FP1 pendant que Lewis était là, puis pendant que George Russell était là. Ils l'ont signé, là, il était avec eux. Les premières courses, il a bien fait. T'sais, il n'a pas fait des grosses plages, mais il a bien fini. Première course, 4e. Là, ils reviennent de Miami, course sprint, qualifie sur la pole position, fait pas d'erreur, fait des belles courses, revient toujours de l'arrière. Puis là, ils vont s'en aller dans une section en Europe qui connaît toutes les pistes. Tu vas avoir Imola, tu vas avoir Monaco, tu vas avoir l'Espagne. Toutes ces pistes-là, il les a faites, ces 3 pistes-là. Alors, il les connaît bien. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va nous sortir. Moi, je crois que d'ici la fin de l'année, ce gars-là est capable de gagner une course. À moins que McLaren s'en va en avant et qu'il domine. Mais il va être surprenant. Et ça ne sera pas juste chez McLaren que tu vas avoir de la rivalité interne, comme Piastri et Norris vivent. Ouais. Tu vas en avoir chez Mercedes aussi. Parce que, tu sais, là, en ce moment, Russell, il prend le comment tu dis ça? Le rôle du pilote vétéran, là. C'est cool, là. Mais dès que le jeune commence à gagner, là, tu vois que Russell, là, il va commencer à trouver... Feu, ouais, c'est ça. Il brûle en dessous des fesses. Ah, exactement. Moi, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ton avis sur... Je parlais de ça récemment, l'âge des pilotes. Est-ce qu'un pilote de 18 ans a un avantage? Puis je parle pas de physique ou quoi que ce soit, mais côté... J'ai l'impression... Ils ont moins la... Comment je pourrais dire? Ils ont moins peur. Ils ont moins le... Non. Non? Non. Parce que moi, dans le monde de drift, c'est peut-être différent pour le monde de drift. Il y en a une couple. Il y en a un cette année en Formule Drift Pro Spec, qui est juste en dessous du Pro. Il y a Cameron Sorensen, il a 13 ans. Puis il compétitionne, puis tu le vois y aller, là, puis on dirait qu'il n'a pas conscience du danger. Là. Il s'en vient, là, puis il frôle les murs, il pitch ça, là, puis il a 13 ans. Tu sais, comme pas de notion de danger, puis pas notion de si je crash le char, ben ça va me coûter de l'argent de mes poches. Non. Quand tu je prends ton exemple, là, quand tu pitches la voiture, là, tu la mets sideways, là, c'est pas parce que t'as pas peur de crasher. Ça prend du talent. Oui, absolument. Si t'es talentueux, t'es habile avec le contrôle de la voiture, tu vas faire des choses que tu peux te permettre de faire parce que t'as de l'habileté. Puis parce que t'as un certain talent. L'âge va pas faire la différence. Où les jeunes pilotes ont un avantage, c'est très technique. C'est que eux, ils arrivent avec aucune idée préconcise des setups, puis ils arrivent aussi avec beaucoup moins de bagages du passé. OK? Fait que quand les jeunes tombent dans une voiture de Formule 1, puis qu'ils sont capables de s'adapter par rapport à leur style de pilotage, tout de suite, ils peuvent démontrer des performances. Si le jeune pilote n'a pas la technique de pilotage ou le style de pilotage qui s'adapte à sa voiture, lui aussi, il va en arracher. Mais s'il est confronté avec un pilote vétéran qui, lui, amène 15 ans de carrière puis qu'il pilote d'une manière, écoute, là,
Tu l'envoies dans une voiture qu'il ne peut pas s'adapter, ben même le jeune pilote peut mal le faire paraître. Right? Ouais. On l'a très bien vu à plusieurs reprises, dans plein d'éléments. On a déjà vu un Sergio Perez avoir des performances hallucinantes chez Racing Point, puis assez pour se faire signer par Red Bull pour être le coéquipier de Verstappen, assez pour que quand il est chez Red Bull avec une voiture qu'il a aimée, il a fini deuxième à maintes et maintes reprises. Très dur de battre Max, mais très proche. Même dans une année, il a fait la pole à quelques endroits. Donc, battre Verstappen, mano to mano, en qualif, il l'a fait. L'année d'après, la voiture a changé, était pire. Mais le côté négatif de cette voiture-là, c'était qu'elle avait aucune tenue de route arrière. OK? Mais Max, ça fait partie d'une de ses particularités. Lui, là, il a besoin, quand il rentre dans les coins, là, il rentre tellement sur le devant que lui, là, quand il tourne, là, il faut que l'auto tourne. C'est le genre de pilote que même si la voiture elle a un équilibre comme quoi qu'elle est un peu survireuse, il la fait pousser du nez. Tu comprends? La manière qu'il conduit l'auto, il va la faire pousser du nez. Fait qu'il se trouve toujours dans une situation où est-ce que, peu importe si la voiture elle est nerveuse, il va la faire pousser du nez. Toi, si ta technique de pilotage n'est pas comme ça, puis que la voiture elle est nerveuse, et l'année d'après, elle devient encore plus nerveuse, mais toi, t'es plus capable de la conduire. Le gap entre toi et ton coéquipier, il va juste se grossir. Parce que là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, la longue histoire courte, entre les pilotes, les jeunes pilotes puis les vétérans, c'est pas une question de peur. C'est pas parce qu'un jeune pilote n'a pas la notion du danger ou de la peur qu'il va être plus rapide. C'est juste que lui, il arrive raw, fresh, sans aucun background. Cette voiture-là, là, s'il faut qu'il la conduise de même, il va la conduire de même. Puis, il va extraire... Il y a plus de chances de s'adapter à la voiture puis de la conduire comme elle veut être conduite pour aller vite parce qu'il amène beaucoup moins de bagages. À 18 ans, là, tu sais, à sa première année en GP2, il n'a pas fait assez de courses pour développer des aptitudes dans le pilotage ou non, mais juste comme des particularités que tu peux plus revenir en arrière. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu as fait ça là, pendant 15 ans, là, à maintes et maintes reprises, là, tu sais, non-stop, là, c'est comme... C'est ancré dans toi, là. Ça fait partie de toi. Demain matin, la voiture, elle n'aime pas qu'est-ce que toi tu fais. Pour changer 15 ans, là, de toi, là, c'est comme changer. C'est plus second. Puis en plus, si c'était quelque chose que tu pouvais faire sans le faire comme si c'est second nature, peut-être que tu pourrais t'appliquer puis le faire. Exemple, tu essayes d'apprendre à taper sur un clavier différemment. Ben, pendant que tu fais le clavier, ben, tu y penses. Mais dans la voiture, tu ne peux pas penser à changer ton style de pilotage parce que ta concentration est ailleurs. Ouais. C'est pour ça que le style de pilotage, il devient comme second nature. Il faut que ça se fasse naturellement. Fait que c'est dur, mentalement, de changer son pilotage. Fait que c'est ça la vraie différence entre un jeune pilote puis un vétéran, où est-ce que il peut avoir un clash à un moment donné. Moi, je pense que c'est exactement ça que Lewis vit. C'est ça, c'est de ça que je m'en ai dit. Fait que lui, il a tellement été habitué dans... Puis les anciennes voitures, les anciens styles de voitures étaient complètement différents. Puis c'est un peu ce que Max Verstappen va vivre un jour, parce que la Red Bull, là, elle est faite pour lui. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, tu prends un gars comme Alexander Albon, OK? C'est un super pilote, là. Il roule super bien avec Williams, là. C'est quand même Williams, l'équipe est en retard, elle n'a pas toute la technologie. Il manque énormément d'outils
technologique dans cette usine-là pour être capable de développer la voiture. Alex Albon, il sort son épingle du jeu, puis il fait des miracles des fois avec la voiture. Il qualifie 4e, qualifie 5e, roule dans les 7-8 premiers avec une Williams. Out-qualifie les Ferrari avec, avec toute l'accessibilité qu'ils ont, puis tout ça. Donc, mais comment ça se fait que Alexander Albon, avec la voiture Williams, va se retrouver plus proche en temps de Max Verstappen que si tu mets Alex Albon dans la Red Bull à côté de Max Verstappen? Écoute, il y a comme il l'a dit lui-même. Il dit, moi, je m'en vais chez Red Bull, je qualifie avec la voiture de Max, puis je vais être à, mettons, 6 dixièmes de Max. Je qualifie dans un autre Formule 1 d'une autre équipe, puis je vais être capable d'aller à 3 dixièmes de Max. Ça veut dire que la voiture, là, il n'est pas capable de la Red Bull, là, ça a été. Tout est fait autour de Max, tu comprends? Puis, ils en ont passé des pilotes, là. Tu sais, t'avais Liam Lawson qui est arrivé puis qui a fait mal paraître Ricardo. Il a out-qualifié Tsunoda à certains endroits chez Racing Bull. Fait que l'équipe sort de Red Bull. Ils le prennent, ils le mettent. Le gars, il n'a pas toffé 2 Grands Prix. Ouais. Puis ils l'ont sorti tout de suite. Hey, c'est tough. En plus, sur le moral, après 2 courses, c'est... Ben, ils sortent, mais le gars, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'adapter. Il n'a pas le temps de changer son pilotage par rapport à la voiture. Fait que ça veut dire que lui, là, tout ce qu'il a prouvé chez Racing Bull, oublie ça, là. Là, t'es rendu un champignon, là. Parce que là, on voit, là, dans les datas, on voit que t'es pas capable de conduire la voiture de Max. Fait que eux, avec ce qui leur est arrivé l'année passée, de partir de premier au championnat des constructeurs à 2e, à 3e, puis à reculer toute l'année à cause des performances de Perez, se sont dit, on peut pas attendre ça, là. On peut pas revivre une autre saison à la Perez. Fait que, pouf, ils ont pas mal moins de patience, là, maintenant, tu comprends? Ouais. Fait que là, ils ont ramené Yuki. Mais ça aussi, tu vois que les gens ont de la misère avec cette voiture-là. Tu sais, c'est pas si simple que ça. Alors, moi, je pense que... Puis là, il y a un autre élément. Tu sais, on parle de pilote, là. Ben, chez Alpine, tu vas avoir Colapinto qui revient. Mais moi, Colapinto, je l'aime, là. C'est un pilote qui a démontré, des performances hallucinantes, là. Et justement, contre Albon chez Williams, des fois, il faisait mal paraître Albon. Fait que tu te dis, attends, là. Tu sais, Albon est super bon. Mais quand il était chez Red Bull, il était pas bon. Là, il est chez Williams, il est super bon. Colapinto arrive chez Williams, puis à des places, il a mal fait paraître Albon. Fait que, c'est un jeune. Fait que si t'es plus bon, t'es meilleur qu'Albon à certains endroits, tu dois être un superstar. Puis là, il va se retrouver dans une équipe, puis il peut peut-être mal paraître. Ça dépend de comment la voiture, elle est. Fait que c'est pas parce que tu bats un pilote dans tel type de voiture. Si l'auto s'adapte bien à toi, puis ton pilotage est spot-on par rapport à ça, tu vas extraire 99,9% de la voiture. Mais si ton pilotage ne s'adapte pas bien à cette auto-là, tu vas extraire 80% de l'auto. Mais tu es toujours un bon pilote, mais tu n'es juste pas capable d'extraire le maximum de cette voiture-là dans ces conditions-là. Tu comprends? Fait que tu n'es peut-être pas bon pour l'équipe de cette auto-là à ce moment-là. Tu comprends? Fait qu'on va le voir. Puis, il le mérite. Je pense qu'il avait bien fait l'année passée, mais ils ont pas... Ils ont donné 6 courses à Doohan, puis cette année, Doohan, il a quand même fait des super qualifs. Il a qualifié Pierre Gasly à des endroits, avec le peu d'expérience qu'il a contre Gasly, qui vient de chez Racing Bull, qui vient de chez Red Bull aussi. Ça, c'en est un autre Gasly là, qui a mal paru avec Verstappen. Puis il fait bien chez Alpine, mais ils n'ont pas donné beaucoup de temps à Doohan, fait que c'est dommage. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec Colapinto. Donc, un autre jeune pilote qui fait son entrée, boum, 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 comme ça. Donc, ça, c'est un autre élément. Puis, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, chez McLaren, en ce moment, il y a une affaire qui arrive, OK? Piastri, ma femme l'aime beaucoup parce qu'elle est australienne, alors, tu sais, elle, c'est comme Piastri, tu sais. Ouais. Ma fille, c'est le petit Lando. Là, le petit Norris, elle l'appelle le petit Norris. Moi, ce que je vais dire, là, c'est quand est-ce que Norris, il va apprendre de ne pas dépasser Verstappen en dehors
Écoute, ça fait comme 3 ans, là. Un moment donné, là, je sais pas, quand là, il voit qu'il y a une place en dehors, il y a pas quelque chose dans sa tête qui dit il va me pousser dehors. Regarde tous les replays de Cota au Texas, de Grand Prix du Mexique, dans les chicanes en revenant, puis dans le 90, le virage numéro 4. Je veux dire, il te le fait tout le temps au Red Bull Ring. Je veux dire, Il dit, it takes that one time. non, mais je veux dire, là, tu sais, mettons, ça commence à être, tu sais, lambineux, là. Puis Norris, là, la course il y avait 2 courses qui avaient plus de pace. Même à Miami, il y avait plus de pace que Piastri. Mais, écoute, il a voulu... Tu sais, là, t'as Norris qui est 2e, puis tout ce qu'il y a à faire, là, c'est de rester 2e. Tu restes 2e, puis tu réussis à rester derrière Verstappen, puis la voiture McLaren, elle est très bonne sur la longue durée. McLaren ont quelque chose dans la voiture en ce moment que il y a beaucoup de discussions, là. On va revenir là-dessus, là, je ne vais pas m'éloigner, mais ils ont quelque chose dans la voiture qui garde les pneus à une température beaucoup plus stable, qui fait que sur la longue durée, le gap est énorme. En qualif, là, Verstappen a réussi à faire la pole. Il sort des temps de malade. Russell est capable d'être à 1/10e. Mais en course, là, ils vont finir avec 20 secondes d'avance à la fin du Grand Prix. Ça, c'est la durabilité du pneu, puis qu'est-ce que la voiture elle a comme avantage. Ils savent. Tu pars la course, là. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller te mettre en dehors de Verstappen pour qu'il te sorte? Puis là, tu tombes 6e. Tu perds la course. Puis là, c'est son coéquipier qui est opportuniste, qui se faufile. Puis là, il a attendu. Puis à un moment donné, quand il a passé Verstappen, boum, le Norris s'est battu avec Verstappen. Pendant qu'il se bat avec Verstappen, l'autre clique. Oh, il s'en va. Ouais. Il se gagne. Tu sais, mais Norris, là, je sais pas qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Moi, d'après moi, il est trop chum avec Verstappen. Non, mais c'est vrai, ils sont amis. Puis quand ils vont aux courses, là, d'après moi, là, il y a toujours quelque chose dans sa tête qui se dit, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il va pas me mettre dehors. Il va être chumé, puis il va me... Non, mais je veux dire, tu sais, sérieusement, là... Faut pas que tu penses de même. Non, mais quand écoute, là... behind the wheel, là, tu peux être meilleur chum dans la vraie vie, là, mais when you get behind the wheel, c'est fini, là. Mais c'est comme ça que Verstappen pense. Ouais, ben oui. Mais c'est lui, normal. Ben oui, mais OK, c'est normal, mais tu sais, il pousse toujours sa loque, puis il s'en va toujours en dehors, puis il se retrouve toujours à se faire pousser dehors. Man, je comprends pas. J'ai hâte de voir la fois où est-ce qu'il va essayer de passer Verstappen différemment. Et qu'est-ce qui me fait... En sortant des puits. Whatever. Piastri, on dirait qu'il connaît plus Verstappen que Norris connaît Verstappen. Pourtant, Verstappen a fait plus de petites passe-passe à Norris que l'inverse. Piastri, il est plus... Il se doute plus qu'il va se le faire faire. Fait que, sais-tu quoi? Il trouve des moyens de le dépasser différemment. Puis c'est pour ça qu'il est opportuniste. Fait que, écoute, en ce moment, t'as une victoire pour Norris. T'as une victoire pour Verstappen. T'as 4 victoires Piastri. Alors, tu sais, je veux dire, Norris, là, c'était supposé être son année, là. Right? Fait que je dis pas que Piastri, c'est pas un top pilote, là. C'est un top gun, là. Tu sais, c'est pas un gars qui va s'en aller là puis il va laisser Norris gagner. Mais si c'est supposé être ton année, à date, t'as laissé échapper 2 courses faciles. Puis l'autre, il est opportuniste, il ramasse. Il profite. Fait qu'il profite. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir jusqu'à où Norris va être capable d'être fort mentalement puis de changer la direction. Parce que là, en ce moment, écoute, il se fait prendre là, comme un lapin. Là, c'est comme la porte est ouverte de même puis il s'en va en dehors puis il essaie de... Puis il dit toujours la même affaire. Ah, je me suis fait pousser dehors. C'est correct. On l'a tout vu, là. Mais tu le sais qu'il va te le faire, l'autre. Il va pas te donner un pouce. Fait que, tu sais, pourquoi tu vas te mettre là? Change ta tactique d'approche pour... Ça me fait capoter, là. J'ai hâte de voir.
Parlant de- je- Je sais pas si on a fini ça à la fin parce qu'il faut parler de toi. Là. Ouais, mais on finit en disant que on a Russell chez Mercedes qui a super bien pris son rôle. Euh, Mentalement, il était super bien. Puis il a vraiment bien piloté dans les derniers temps. Moi, je trouve que surprenant ce qui fait que la voiture en qualif aussi. C'est lui qui est le pilote en avant-plan chez Mercedes parce que son coéquipier Kimi Antonelli est jeune. C'est une recrue. Mais là, ça va être intéressant. C'est vraiment là où est-ce que ça peut tourner les choses chez Mercedes si Antonelli commence à rouler en avant. Là, wow, tu vas avoir la pression. Et je veux finir au niveau de la Formule 1, je veux finir en disant que aussi, un des éléments là, que faut parler depuis les premières courses, là, depuis les 6 premières courses, c'est Verstappen. Mhm. Moi, là, à date, là, Verstappen, il mène pas le championnat. Là. Non. Il a gagné une course. Là. Mhm. Mais à date, là, c'est la saison où est-ce que Verstappen, c'est ses plus belles courses. Mhm. Puis 2, c'est là, aux yeux de tout le monde, qui démontre plus qui est un champion du monde. Pas quand il a gagné le championnat du monde en 2023. Là. Là. Mhm. Je vais te le dire, en toute honnêteté, il y a des qualifs, là, puis des pôles qu'il a fait, là. Mais, tu sais, au Japon, là, c'était fou, là. C'était vraiment fou. Puis il se faisait talonner durant la course. Tu sais, il a pas flanché. Je te dirais, tu sais, il a gagné la course à cause de la qualif. Mhm. Tu sais, puis la seule course qu'il a gagnée, d'ailleurs, mais puis la pole à Miami, écoute, là, tu sais, vraiment, là, moi, il m'impressionne. Les qualifs de Formule 1, tu sais, il y a 6 dixièmes de seconde dans le top 10 des fois. Vraiment hallucinant. Mais moi, Verstappen, cette année, il démontre à tout le monde, puis il démontre aussi dans le paddock de Formule 1 que c'est une machine. Oui, il y a l'auto. Il n'y a pas l'auto que McLaren a, mais il y a l'auto qu'il aime. Mhm. Et quand il l'aime, même si elle est un peu moins performante, il va aller chercher 99,999% de cette auto-là, qui normalement est tellement proche des McLaren que ça le met en avant des fois parce qu'il met la différence. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas l'auto en course. Le pace en course n'est pas toujours là. McLaren, ils ont un avantage. Puis leur avantage au niveau technique que McLaren a, c'est les pneus. Ils ont quelque chose dans le devant de la voiture qui, soit les matériaux, soit ils ont la chance de pouvoir refroidir le pneu en situation course, mais de le réchauffer en situation qualif. Ils ont quelque chose dans le devant de la voiture qui amène la performance. La voiture est toujours là, mais dans la course, là, les pneus surchauffent pas. Donc, ça leur permet de pousser un peu plus parce que au niveau performance à l'état pur, quand tu regardes la qualif, les gars sont comme soit un dixième en avant ou un dixième en arrière. Mais tu peux pas gagner avec 20 secondes d'avance. Donc, c'est vraiment dans le pace de course qu'ils ont vraiment un avantage. Donc, toutes les équipes sont en train de les regarder avec des jumelles. Donc, ça va être intéressant de suivre la suite par rapport au développement. Avant la course de Imola, puis après ça, on va en revenir. Mais avant qu'on parle de NASCAR, de ce qui est annoncé, tout ça, on va avoir un invité. Oui. Parlant de plusieurs invités là, qui vont venir, Oui, mais oui. on en a un qui adore la course, Oui. mais qui n'a pas commencé en course. Absolument pas. Fait que moi, avant d'être pilote de drift, j'étais un athlète au niveau olympique international. J'étais un patineur artistique. Et notre invité est un ancien patineur artistique. Il fait encore des spectacles en ce moment. Justement, il va être en ville pour Stars on Ice. Et c'est pour ça qu'on peut l'accueillir ici, parce qu'il va être en ville. Mais c'est un champion du monde 3 fois. Il a été médaillé olympique 2 fois. Champion canadien 7 fois. C'est un champion en karaté, martial arts. Et maintenant, pilote de course. Il a fait du karting. Puis maintenant, il conduit dans la série Revolution.
Alors, c'est Elvis Stoico. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un patineur des années 90, début 2000. Il y avait les annonces McCain. Moi, je m'en rappelle parce que ma soeur faisait du patin artistique. Puis la famille, on écoutait les compétitions de patin artistique à la télévision. Puis ma mère travaillait aussi pour quelqu'un qui faisait des robes de patin artistique pour les filles qui faisaient des grosses compétitions. Donc, ces espèces de beads là, que tu mets là, sur les costumes, les paillettes. Là. Ma mère en a mis en maudit des paillettes. Ouais. Ben, on écoutait ça, puis Elvis, c'était le gars qui jumpait. Le King of Quads. Ouais, c'est le premier qui a fait un quadruple. Quadruple triple en compétition. Le premier qui a fait quadruple triple. Ouais, en combo, là. Ouais. OK. Mais écoute, on le connaissait tous sur le gars qui jumpait. C'était un spring, là, tu sais. Ah ouais. Fait En plus, c'est pas grand. Oui. Mais ça, il revolait, là. Fait que oui, je me rappelle. Mais là, il y a comme la passion de la course. Puis ça va être intéressant de parler avec lui de tout. Compétition, philosophie d'entraînement, le mental. Ce qu'il a appris dans le monde du patin. Puis toutes ces années de compétition, les championnats du monde qu'il a remportés, les challenges qu'il a vécu dans sa vie. Puis là, maintenant, la course aussi. Ça va être vraiment une entrevue que j'ai vraiment hâte de faire. Donc, on a hâte de le recevoir. Et eh bien oui, écoute, on a annoncé il n'y a pas longtemps que j'allais participer avec l'équipe Teach Motorsport. Je vais aller conduire la voiture numéro 80 dans les circuits routiers en NASCAR Canada. Et aussi, je vais participer à la série Super Production Challenge en BMW avec mon ami Jacques Gravel. Donc, plus de courses. C'est ta 25e saison de course cette année aussi. Professionnelle, on peut dire, mais mettons 30 si on calcule les saisons de Formule Atlantique. Puis, ben, moi, ce que je trouve cool, c'est que Jacques, et le gars comment la vie fait bien les choses, là, Jacques m'a commandité à ma première course de Formule Ford. J'ai pas fait tout un championnat de Formule 500, j'ai été juste là faire des courses pour avoir mes licences. Mais il m'avait commandité ma première course de Formule 1600. Puis là, partager une BMW avec lui dans la catégorie SPC, c'est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis la catégorie... les circuits que vous allez rouler? On roule la première course, c'est à Mosport, donc le même week-end que NASCAR. OK, fait que tu fais double duty. Weekend. Ouais. Puis eux autres, en SPC, ils ont comme 5 week-ends, puis ils ont 3 courses par week-end. Donc, c'est des week-ends assez demandants. Trois-Rivières, c'en est un autre où on partage le week-end aussi. Donc, double duty. Ensuite, tu as Atlantic Motorsport Park, tu as Calabogie, puis tu as Mont-Tremblant. Donc, vraiment hâte de courir avec lui. Puis, la catégorie est vraiment compétitive. Puis, de plus en plus de voitures aussi. 3 différentes classes. Je pense pas loin de 50 autos dans la catégorie. Donc, pour du GT, c'est une belle catégorie canadienne qui est en train de vraiment aller de l'avant. Ils sont supportés par Fix Auto et puis Perry Performance. Ah ouais? Donc, c'est le fun. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, la saison de NASCAR avec l'équipe 80, Teach Motorsport, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Puis on est bien préparé. On va essayer de... Tu viens d'aller faire des tests, justement. Ouais, je suis allé à Mosport, ça a bien été aussi. Donc, tu sais, tu peux jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça augure bien. D'après moi, c'est un des meilleurs débuts de saison qu'on est capable d'atteindre si tout va bien. On touche du bois. Donc, une saison occupée. Puis on a aussi des activités qu'on va faire ensemble avec un groupe qui s'appelle MRGP. MR, Gestion de patrimoine et BFL Canada. Donc, des événements vraiment, vraiment exclusifs avec des gens qui sont passionnés de l'automobile. Puis, on va donner la chance aux gens de suivre ces événements-là. Puis, même dans les événements qu'on fait de la piste. Donc, embarquer avec toi, embarquer avec moi, puis de voir exactement tout ce qui tourne autour des gens qui ont la passion de l'automobile. Donc, on a un été assez rempli. Puis même moi, je ne ferai pas une saison complète de DMCC,
qui est la série canadienne de drift. Mais entre ça puis Grid Life aux États-Unis, on aura bien du temps de piste. Ouais, du temps de piste, du temps promotionnel. On a des concours à faire avec plein de monde. Vraiment, là, on lance ça cette année. On a hâte de vous annoncer tous les concours qui s'en viennent aussi. Donc, moi, je pense que les gens, plus les gens participent à nos concours, plus qu'on va avoir du fun parce qu'on va interagir avec eux. Ouais. On va leur faire gagner des prix. On travaille avec un de nos anciens partenaires aussi qui s'appelle EcoBike, qui va nous donner la chance de gagner un véhicule électrique, une moto plus particulièrement. Mais là, je veux juste aussi amener un autre point. Plus tard dans l'année, au circuit du Mont-Tremblant, ça va être la première fois qu'on va recevoir une compétition de moto. Oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Les mini moto GP, une catégorie internationale où le champion est capable d'aller faire un test en moto GP à l'international. Wow. Ouais, donc c'est une catégorie vraiment de petites motos. C'est des motos miniatures, mais c'est pas les pocket bikes, là, c'est des motos plus grosses. Puis ils vont courir sur le circuit du Mont-Tremblant cette année pour la première fois. Puis c'est cette catégorie-là qui vient sur le circuit. Donc on a vraiment hâte. Puis justement, on est habitué de voir des go-karts puis des karts là, rouler sur le circuit. Mais là, de voir ce genre de petites motos-là, très populaire en Europe. Donc, ça va être intéressant de voir comment le week-end va se dérouler. Moi, parlant de Mont-Tremblant, je veux vraiment aller essayer tes karts. Là. Un petit shifter kart. Là. Tu m'as donné le goût à chaque fois que tu en parles. Là, la saison vient de commencer en karting. OK. Circuit du Saint-Hilaire qui était justement en fin de semaine. Donc, oui, le kart est parti. Puis oui, moi là, j'adore faire du kart. Là. Puis faire du shifter, c'est le summum. Quand tu es capable d'embarquer là-dedans, puis tu as du temps pour aller en faire, puis de rouler, je te dis, là, c'est hallucinant comment c'est le fun de conduire ces petites machines-là. Ça zip, ça colle, c'est super bon physiquement. Mais on va te donner la chance de pouvoir essayer ça, puis comparer avec ton char de drift. C'est ça, je vais être rouillé avant de faire de la drift. Je te dirais que c'est pas mal plus violent qu'un char de drift, là. Ah, je sens que les bras, ils vont chauffer. Ouais, parce que, écoute, le changement de direction d'un kart, le freinage d'un kart agressif, ça arrête tellement sec. C'est tellement capable de... physiquement. Non, je veux dire, honnêtement, tu es tellement capable d'arrêter à la dernière minute que tu te rends pas compte à quel point le kart est capable d'avoir des performances hallucinantes. Donc, pour ces petites machines-là, légères, avec des pneus hyper collants, les font des performances hallucinantes. Donc, c'est tout le temps un wake-up call quand les gens embarquent là-dedans. La dernière fois, je faisais le championnat de Time Attack. J'avais roulé à Icor, à Saint-Eustache. Je l'ai encore, là, mais j'ai une Honda Prélude qui était montée pour le lapping. Là, mais ça doit faire 10 ans, plus que 10 ans, j'en ai pas fait. Là. Ça fait 10 ans que je roule de côté. Hein. Tous les pilotes de Formule 1 utilisent même ça pour se garder en forme. Les pilotes de Formule 1 ont des shifter karts. Ça roule régulièrement avec ça. Donc, il y a comme un élément là, d'entraînement qui est intéressant. D'ailleurs, on va avoir quelqu'un qui va nous parler aussi d'entraînement. Parce que là, on parle de tout ce qui s'en vient, là, mais pour que les gens soient intéressés. Mais l'entraînement, justement, dans le monde de la course, des gens qui ont entraîné des athlètes professionnels de haut niveau dans la course automobile, c'est hyper important. Puis les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est demandant. Toi, tu peux en parler, là, quand tu es dans la voiture, puis tu as comme 2 tours à faire intensifs, c'est comme un sprint, là. Ouais. Puis tu sors de là brûlé, là. J'imagine c'est 10 000 fois pire en course parce que ça dure pas mal plus longtemps. Là. Moi, on va dire, en pratique, on fait une lap, on se remet en ligne, puis on attend pendant une demi-heure avec le char qui aille là. Puis là, après ça, un autre tour, après ça, on se remet en ligne. Puis là, en compé, c'est back-à-back, une run chase, une run lead. Puis là, le plus loin que tu te rends en compétition, ça continue. Là. Mais après, t'es brûlé.
brûlé, autant mentalement que physiquement. Là. Fait que je peux imaginer dans un car. Ouais, mais dans les fins de semaine de circuit routier, t'as la même affaire un peu que toi parce que, tu sais, d'ailleurs, ce que les entraîneurs préconisent quand tu t'en vas en qualif, c'est de faire un peu de vélo stationnaire, de faire une activité, quelque chose qui va faire monter tes pulsations cardiaques pour essayer de te mettre dans le beat tout de suite en sortant des puits pour aller faire un tour canon. OK. Donc, tu sais, vous autres, vous êtes habitués à faire des sprints. Ça veut dire que tu sors 2 tours, pow! Tu sais, Ouais. tu reviens, tu parques ça là, t'attends encore. Ouais. Mais en qualif, c'est ce genre de c'est la même chose. Tu as besoin d'être prêt là. Faut pas que ça te prenne 30 minutes Ah, là, c'est pour te now or mettre dans le never, beat. là. Tandis qu'en course, là, tu vas penser plus endurance. Long terme. Fait que là, c'est plus long terme. Par contre, la concentration nécessaire est là, mais elle est là plus longtemps. Fait que ça siphonne du jus. Quand tu prends la concentration de ton cerveau pour pouvoir aller chercher chaque petit élément qui est vraiment important, puis pas laisser rien aller, puis pas ralentir un peu ton focus, puis d'ouvrir la porte à des petites erreurs, le focus prend toute ton énergie. Mhm. Mais tu te rends pas compte que tu es en train de faire une activité physique. Ouais. Fait que là, ton corps, il se draine, tu comprends? Fait que tu sais, c'est comme de faire 2 choses en même temps, où est-ce que tu as besoin de tout ton mental, puis le côté physique est là, il le fait, mais tu y penses pas. Fait que tu sais, tu te fais comme donner une volée sans Sans te que tu rends le compte remarques. que tu te fais donner une volée. Fait que ça va être intéressant de parler, puis trouver une façon de donner la chance à quelqu'un peut-être de vivre cet élément-là, là, tu sais, Ouais. de le vivre live, là. On va trouver, on appelle ça un trade of paint. On va trouver une façon de faire vivre faire vivre à quelqu'un ce côté-là physique par rapport à l'automobile, puis on va le mettre, on va le poster. Ouais. Saison pas mal remplie. Ouais. J'ai hâte. Ça va être le fun. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se reparle au retour de la course de Imola, prochaine course de Formule 1, et avec l'entrevue de Elvis Stoico qui s'en vient. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc, merci d'avoir été avec nous et on se reparle très bientôt. N'oubliez pas aussi d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne suivez pas déjà. YouTube, Instagram. Fait que si vous ne voulez pas manquer nos updates, c'est important de nous suivre. À plus tout le monde. Merci.